Messieurs, dames, Tanguy Koki. Gigi Link, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi. Enregistrer votre talent sur Gigi Link, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent. Être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora? Dirigez-vous sur Gigi Link et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora? Les membres Gigi Link de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement B&B, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur Gigi Link. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeux et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. Gigi Link vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.gigilink.com. Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes ensemble avec Sélé Kanangila, le porte-parole du CNC, le parti cher à l'excellence ministre d'État, Pius Mwabilou. Avec lui, nous allons traiter presque toutes les questions d'actualité dans cette émission. Sélé, bonjour. Bonjour Stéphane Balamangué, bonjour à l'ensemble du personnel de EDEM TV officiel. Ouais. Merci beaucoup de l'honneur que vous ne cessez de faire au Congrès national congolais. Notre parti, votre parti aussi. Dans le parti des Congolais, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a certains journalistes qui, lorsque je leur dis que le CNC est leur parti, me disent non, mais nous, on est apolitique. C'est vrai, vous êtes apolitique, mais le combat que nous menons vous concerne. C'est quoi le combat que nous menons? Mais nous prenons une gouvernance axée sur l'intérêt général. Nous prenons la répartition, la distribution des richesses de ce pays à tous ses enfants, quelle que soit leur tribu, leur famille, leur niveau d'études, et j'en passe. Et nous nous disons que si ces objectifs sont atteints, que vous soyez politique ou apolitique, vous allez vous retrouver. Voilà pourquoi ce combat a donc besoin de tout le monde. Et donc, merci encore une fois de l'honneur que vous ne cessez de faire à notre parti à chaque moment qu'une question d'actualité le nécessite. Tout le monde parle des élections de 2023. Au CNC, tout comme à l'Union Sacrée, comment vous vous préparez? Au CNC, moi je parle en tant que CNC parce que je ne suis pas porte-parole de l'Union Sacrée, bien que mon parti en est membre. On se prépare normalement. Notre autorité morale, son Excellence Pius Mwabilou nous a toujours dit que les élections prochaines se préparent à partir de la publication des résultats de celles précédentes. Et donc, nous les préparons depuis bien longtemps. Nous avons des structures spécialisées au parti qui s'en occupent. À l'heure qu'il est, je peux vous surprendre que le CNC a même déjà identifié ses candidats à travers la République. Il y a eu une formation qui arrive, qui sera organisée à leur intention pour qu'on leur dote des techniques pouvant les aider à bien se comporter pendant cette période préélectorale. Mais ce qui nous préoccupe, nous, c'est le développement du Congo. C'est l'amélioration des conditions sociales des Congolais. C'est le combat que mène le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour atteindre cet objectif, pour arriver à obtenir l'amélioration des conditions de vie des Congolaises et des Congolais. Et donc ce combat-là a notre soutien, étant un parti qui soutient, qui accompagne le président de la République, mais en tant que parti politique, parce que nous savons que le seul moyen, la seule voie pour un peuple de s'exprimer, s'il aime un parti politique ou pas,
s'il aime un dirigeant ou pas, ce sont les élections. Et donc, aujourd'hui, le CNC, nous ne dormons pas, le CNC, nous les préparons. Oui, le CNC fait partie du pouvoir, un pouvoir qui est totalement critiqué par certains politiciens qui pensent que Kabila était mieux que le régime de Tshisekedi. C'est de leur droit. Au CNC, nous sommes un parti qui prend les valeurs démocratiques. Oui. Et dans la démocratie, chaque personne a droit à la parole au nom de la liberté d'expression qui est d'ailleurs garantie par notre Constitution. Maintenant, s'il y a des citoyens qui pensent que les uns sont meilleurs que les autres, c'est de leur droit. Maintenant, il revient à la population qui a consommé les différents dirigeants qui se sont succédés à la tête de notre pays de juger. Et la meilleure façon pour la population de juger et de trancher se trouve les élections. Nous attendons tous ces compatriotes aux élections. Nous allons poser la question au peuple. Le peuple qui a vu les efforts qui ont été fournis par le président Tshisekedi pendant ce laps de temps, 3 ans seulement. Le peuple qui a goûté, qui a vu, qui a vécu, qui continue à vivre la gratuité de l'enseignement. Le peuple qui a vu la communauté estudiantine avoir le moyen de transport de l'État. Le peuple qui a vu le passeport qui était luxueux devenir un document normal. Le peuple qui a vu les travaux du port à eau profonde des bananas qui datent depuis 72-73 être lancés. Le peuple qui a vu la démocratie, qui a vu les gens critiquer le régime et aller dormir sans problème. Le peuple aujourd'hui qui constate qu'il y a même les gens qui peuvent s'élever, dire que celui-ci est bon et pas celui-là. Il sait à quel moment il va trancher. Voilà le peuple pourquoi, qui... Voilà pourquoi nous on a dit aux gens, allons-y aux élections. On va poser la question. Vous n'avez cité que ça. Et le peuple va trancher. Le même peuple vit dans la précarité la plus aiguë, puisqu'on nous dit hausse des denrées alimentaires sur le marché, le produit de première nécessité, c'est compliqué là. Vous pensez que le même peuple pourrait aller voter encore une fois de plus? Vous savez, le régime Tshisekedi la en chance 2023. que nous avons actuellement, c'est d'avoir une population mature. Oui. Contrairement aux autres années, moi j'ai fait partie des gens qui regrettent la présence de certains Quinois à l'Assemblée nationale, tout comme à l'Assemblée provinciale. Je le prends qui est le cas de Kinshasa. Le peuple a compris qu'il y a beaucoup d'opportunistes qui se sont peut-être fait élire sur base des mensonges, sur base des messages populistes. Mais aujourd'hui, ils sont dans des institutions, ils ne foutent absolument rien. Moi, je n'aimerais pas citer les noms de gens ici. Tous les donneurs de leçons que vous avez envoyés au Parlement aujourd'hui, c'est des muets. Ils ne font absolument rien. C'est des muets, ils foutent absolument rien. Mais ils sont incapables. À l'union sacrée. Incapables. Non, le problème avec l'union sacrée, c'est que lorsque ça ne va pas, on dénonce. L'union sacrée, ce n'est pas une sorte de système où quand vous commettez des bêtises, nous, on va applaudir. Là, vous rejoignez Katumbi qui avait dénoncé aussi la mauvaise gouvernance au sein de l'union sacrée. Mais parce que vous citez les noms de gens, il faut leur poser des questions sur ce qu'a été d'abord leur propre gestion. Vous savez, dans ce pays, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir droit à la parole pour avoir fait énormément mal aux Congolais, pour avoir pillé les Congolais, pour avoir détruit les Congolais, pour avoir contribué au recul des Congolais. Moi je ne cite pas les noms des gens, je n'ai pas l'éducation de parler de gens à la télé. Moi, je vais ici parler du CNC, mon parti politique. Mais lorsque certaines personnes que vous avez suivies semblent donner des leçons aux autres, vous pouvez quand même leur poser la question de savoir ce qu'a été leur gestion. Vous savez, il est toujours très difficile, lorsqu'on a géré mal, de prétendre donner des leçons aux gens. Il est très, très difficile. Et maintenant que la population est mature, comme je le disais, la population va trancher au moment opportun. Et donc, ne me demandez pas de commenter la prise de position des uns et des autres. Je suis. Ils sont libres de prendre position dans tel ou tel autre dossier. Le véritable arbitre s'appelle le peuple et le peuple va se prononcer par voie électorale le moment venu. Maintenant, s'il vous plaît, maintenant, ce que moi j'étais en train de dire, c'est que si aujourd'hui vous dites que le peuple souffre, nous sommes d'accord. Si vous dites qu'il y a des efforts à fournir, nous sommes d'accord. Mais quand vous dites que le peuple souffre maintenant,
parce qu'il y a un pouvoir qui n'a que 3 ans à peine. Mais vous citez les gens qui ont fait 14 ans, alors 14 ans en train de gérer, qui ont laissé ce peuple en train de souffrir, vous les citez comme modèle. Moi, je me perds. Au contraire, il faut faire avec les gens qui ont 3 ans, mais qui ont lancé les signaux pour changer les choses, notamment dans la lutte contre la spoliation. Ici, je parle de l'urbanisme habitat, où Pius Mabilou est patron, dans la lutte contre la corruption. Je vois ici Jules Alinguete, mais toutes ces personnalités, quand vous regardez l'urbanisme habitat, l'urbanisme n'a pas existé avec Pius Mabilou. Il a existé, et quand l'urbanisme habitat existait dans ce pays, je vais vous dire pourquoi j'ai pris ces 2 exemples-là. Certaines personnes qui vous semblaient citer sur ces plateaux étaient aux affaires. Qu'avaient-elles pris comme décision? Non, mais c'était un champ de patates où on peut prendre les maisons de l'État, les distribuer comme on veut. Quand Pius est venu, derrière le leadership, sous le leadership du président Tshisekedi, il a dit, moi j'ai fait l'urbanisme, je vais faire l'état des droits, je vais faire l'IGF, urbanisme habitat. Pourquoi? Parce qu'il y a un chef qui a donné, je vais dire, qui a donné l'exemple, qui a imprimé cette marque-là de gouvernance. L'IGF a été créé depuis 1987. Il faut vrai que c'est aujourd'hui que l'IGF sort pratiquement de son silence. Mais tous les temps que les gens volaient dans ce pays, certaines personnes que vous citez sur ces plateaux étaient aux affaires. Qu'est-ce qu'elles avaient eu à faire? Absolument rien. C'est des gens qui ont contribué au recul de ce pays et à mon sens, ils n'ont aucune leçon à donner ni à ceux qui gèrent actuellement, ni à notre population qui, du reste, connaît chacun de nous et va trancher au moment opportun. La population souffre, oui, mais est-ce qu'il y a les efforts qui sont consentis pour que ça change? Oui. Ces efforts sont fournis. Voilà pourquoi nous apportons, nous, en tant que Congrès national congolais, notre soutien au président de la République qui mène un véritable combat parce qu'il faut aussi voir qu'il trouve ce peuple en train de souffrir depuis plusieurs années. Ce n'est pas au bout de 3 ans qu'il allait tout de suite mettre fin à la souffrance du peuple qui, du reste, était organisé en système, qui ne sait pas qu'au Congo, toutes les richesses du Congo étaient prises en otage par un groupe de gens. Ce sont ces gens qui, lorsqu'il est nommé ministre, quand il quitte le gouvernement, il est mandataire. Quand il quitte, il est, je ne sais pas, ambassadeur. Et donc, c'était un cercle. Tout tourné. J'ai l'impression que c'est toujours la même réalité qui continue à exister jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Puisque j'ai suivi Pius Romain-Rolland sur le plateau de CPL TV de Claude Perrault-Loara, qui dit où sont passés les 6 millions alloués, bien sûr, à l'achat des chiens-chars. Ça, c'est la première question. La deuxième question, l'argent perçu grâce au RAM, il est où, cet argent-là? Très bonne question, mais je commence par la première. Pius Romain, il est d'un parti politique que vous connaissez. Il est communicateur de ce parti politique-là. Ce parti, aujourd'hui, est dans l'opposition. Malheureusement, l'opposition au Congo signifie parler en mal de ce qu'ils gèrent, même s'ils n'ont pas tort. C'est ça la définition de l'opposition au Congo. Alors qu'opposition ailleurs, vous avez suivi récemment en France. Ça a toujours été ainsi dans notre pays. Alors, si c'est comme ça qu'on définit. Même les gens avec qui vous dirigez aujourd'hui, hier, faisaient toujours la même pratique. Si c'est comme ça que vous, en tant que journaliste, définissez l'opposition. Moi, je ne définis pas comme ça. Je dis que c'est une réalité que nous vivons tous les jours dans notre pays. Votre opinion. Mais parce que je n'ai pas défini l'opposition de cette façon-là. Il faut comparer la gestion. On prend pour la plupart des cas la France. Vous avez vu, il y a 2 ou 3 jours, lorsque le président Poutine a lancé son opération militaire en Ukraine, vous avez vu des anciens chefs d'État français aller rencontrer l'actuel chef de l'État pour lui proposer des solutions. Pour lui dire, regardez, nous avons de l'expérience sur l'Ukraine, voici ce qu'on te propose. Ils sont même allés loin pour dire, demander au président Macron de nommer l'ancien président français, M. Sarkozy, comme étant médiateur dans ce qui se passe dans ce pays-là, donc en Ukraine. Voici ailleurs comment l'opposition se comporte. Mais quand vous venez ici, l'opposition ici signifie tel a aimé la femme, tel a porté la mort. Non, mais ici, Martin Fayulu a proposé un dialogue pour créer des réformes au niveau de la CENI. Laissez-moi répondre à votre question relative à l'argent des chiens-chars. Oui, effectivement, nous avions appris
comme vous que l'argent a été débloqué pour trouver la solution. Mais nous, en tant que Congrès national congolais, nous avions réfléchi en son temps pour dire le problème au Congo, il est un problème structurel et non conjoncturel. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver de solution liée à la conjoncture. Les fêtes arrivent, achetons les chinchards et après les fêtes, il y a des questions qui doivent se poser. C'est comme ça que nous avons encouragé le gouvernement à trouver des solutions structurelles et non conjoncturelles. Maintenant, nous sommes dans un état de droit. L'état de droit signifie aussi respecter les prérogatives des autres. S'il y a des problèmes dans l'achat des chinchards, nous encourageons la justice à faire correctement son travail. Maintenant, c'est à la justice de nous dire si l'argent débloqué pour les chinchards a été mal ou bien utilisé. Mais si nous pouvons nous exprimer en tant que Congrès national congolais, en tant que parti des masses, en tant que parti qui se bat pour que l'amélioration des conditions de vie des Congolais soit garantie, nous proposons ou nous demandons au gouvernement de privilégier les solutions structurelles que d'aller vers les solutions conjoncturelles. La deuxième affaire, l'affaire RAM, notre parti avait communiqué. Partant du travail qui a été fait par le Parlement, nous nous sommes réjouis de voir que nous sommes dans une société normale où chaque institution joue correctement son rôle sans recevoir les dictats de qui que ce soit. La preuve, c'est que l'affaire RAM a été gérée par un ministre qui est membre de l'Union sacrée, mais lorsque les élus nationaux, membres de l'Union sacrée, ont voulu en savoir un peu plus, ils n'ont pas tenu compte du fait qu'il était membre de l'Union sacrée. Ils l'ont interpellé, il a donné ses explications que les élus ont jugé non convaincantes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il s'est exprimé, il a donné ses explications. Les élus ont jugé celles-ci non convaincantes. C'est comme ça qu'ils ont recommandé la suppression de cette taxe. Supprimer, ce n'est pas un problème. S'il vous plaît, vous appelez ça taxe qui n'a jamais eu de soubassement juridique. Allons-y. Est-ce que je souhaite qu'on y aille étape par étape? Oui. La première étape, c'est que le Parlement, avec l'Union sacrée comme majorité, a fait son travail sans tomber dans des combines plutôt du genre on est tous membres d'une plateforme politique, on peut se protéger. Ça, c'est des pratiques auxquelles on n'a pas assisté au Congo il y a plusieurs années. Vous comprenez? Deuxième élément. Premier élément. Deuxième élément, c'est que lorsque le membre de l'Union sacrée censé gérer ce service arrive, il donne les explications que les députés de l'Union sacrée jugent non convaincantes. Deuxième élément. Troisième élément, ils vont faire leur travail. Non, parce que les explications de celui qui est censé gérer ou de celui qui gère le secteur ne nous ont pas convaincus, on recommande la suppression du RAM. Et la troisième étape, c'est qu'effectivement, les frais RAM ont été supprimés. C'est quoi la leçon que le CNC tire? Le CNC tire une leçon selon laquelle nous sommes dans un pays où les gouvernements, où les autorités sont à l'écoute de la population. Parce que les élus nationaux sont le représentant légitime de la population. Ce qu'ils ont dit est venu sincèrement de la population et aujourd'hui, le gouvernement a exécuté. Nous, c'est ça qui nous réjouit, d'avoir un président de la République, d'avoir les autorités, d'avoir un gouvernement à l'écoute de la population. Et pourquoi le gouvernement avait vraiment le courage, le kilo, de proposer quelque chose qui n'existe pas pour juste rançonner son peuple? Non. Dire que ça n'existe pas, c'est pas logique. RAM n'existe pas. C'est peut-être dans les têtes de ceux qui disent, comme nous sommes dans une société où les gens peuvent même mentir pour s'attirer une certaine sympathie. Mais beaucoup l'ont fait par le passé. La population a fait confiance, je le disais dans l'introduction. Ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont à l'Assemblée provinciale, ils n'ont rien foutu. Et donc notre peuple n'est plus à mesure d'être menti. Et donc aujourd'hui, si les gens pensent se refaire une santé politique, s'attirer un électorat en se basant sur cette affaire du RAM, je pense qu'ils partent déjà vaincus. Vaincus dans la mesure où non seulement notre peuple sait que c'est des populistes qui veulent se faire une certaine santé de popularité,
Mais notre peuple a aussi un mauvais souvenir d'autres personnes qui s'étaient comportées comme ça par la suite et qui n'ont pas, n'est-ce pas, produit des fruits escomptés. La chance, c'est que notre peuple a vu que RAM a été institué, je crois, par Mouzito d'ailleurs. Mouzito lui-même a déjà refusé. Sur un décret, non. Il a démenti cela. S'il vous plaît, j'ai lu un décret instituant le RAM au nom de la continuité de l'État. Le ministre actuel a voulu passer à l'action. RAM n'a jamais été une mauvaise chose. Parce que qui aime son pays doit payer les taxes, doit payer les impôts. Ça se fait à travers le monde. Et RAM n'a jamais été une invention congolaise. RAM, c'est l'impôt, c'est une taxe. S'il vous plaît, laissez-moi. Ce qui a manqué dans l'affaire RAM, c'était la com. La com a posé le problème. Parce que vous avez vu, même le ministre lui-même au Parlement... Comment la communication posait problème? Je vous donne un exemple. Est-ce que tu peux répondre à la question? Je vous donne un exemple. Je vais vous expliquer pourquoi la communication posait problème. Lorsqu'il fallait passer à l'action, il ne fallait pas que la population réalise qu'il y a des frais qui sont ponctués sur les crédits qu'elle achète à partir de son téléphone. Il était du devoir du service ou de service du ministère de Pétentique de faire une sorte de campagne de sensibilisation pour faire comprendre à la population non seulement les biens fondés du RAM, mais aussi comment on devrait commencer à faire les opérations. Ce travail, vous êtes journaliste, vous êtes sûr que c'est dommage. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Conséquence. S'il vous plaît, conséquence. Lorsque quelqu'un va recharger et que tout de suite, il réalise que ces unités sont parties, ça pose problème. Oui, le peuple qui est s'inquiété, on ne refuse pas. Maintenant, quand il s'inquiète, il se tourne vers les intellectuels. C'est-à-dire, vous les journalistes, nous qui avons la chance de passer à la télévision, pour qu'on explique pourquoi on prenait ces frais-là. Vous êtes sûr, sans ignorer que les 2 premiers mois, personne n'avait l'explication à donner. Donc ça posait problème. Je suis sûr que cette population, si on lui avait donné la vraie information, ce n'est pas pour rien qu'un journaliste, pour ceux qui ont fait la communication, parmi le rôle, parmi les bien fondés de l'information, on dit que l'information prévient, l'information sécurise, l'information évite. Ça veut dire que si quelqu'un a l'information, imagine que moi, te connaissant comme journaliste, lorsque je recherche et que je trouve et ça ne va pas, je me confie à toi. Ah, monsieur Stéphane, mais tu dis, ah non, monsieur Kanangila, tu n'es pas au courant. Il y a des frères RAM qui doivent être pris. Regarde leur rôle, regarde leur rôle. Regarde. Ce travail n'a pas été bien fait. C'est ce qui a conduit à ce qu'on a assisté. Donc, il y a eu seulement un problème de com, mais RAM en soi, pour moi, ce n'était pas une mauvaise chose. Ce n'était pas une mauvaise chose. L'âme était un impôt ou une taxe. Le ministre, si je m'en tiens à ce qu'il a dit, il a dit que c'était une taxe. Maintenant, quand vous posez la question aux institutions qui sont censées gérer les taxes, ils vous disent, on ne sait pas ce que ça signifie. Tout ça, vous savez, s'il y avait une communication bien faite en amont, même cette question n'allait pas être posée, Stéphane Balamanki. Merci. Et qu'est-ce qui compte? Évoluons. Ce qui compte, on va évoluer, c'est que les autorités, un gouvernement, un président à l'écoute de la population, lorsque la population lui dit, Monsieur le Président, lorsque la population dit, écoutez le gouvernement, on ne comprend pas encore bien les biens fondés du RAM, si vous voulez, par ces élus, bien sûr, les élus ont fait des recommandations qui ont été tout de suite rencontrées par les autorités. Et ça, c'est une action à saluer. Vous dirigez aujourd'hui avec certains compatriotes, comme ceux de l'ensemble. Mais dis-moi, on entend souvent, comme État, nous parler d'un leadership fort et éclairé à la tête de l'État en 2023. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le pays est presque abandonné. Monsieur Kamitatou est congolais. Je vous ai dit ici que moi, en tant que CNC, je suis attaché aux valeurs républicaines, aux valeurs démocratiques. Pourquoi vous voulez que notre parti commande ce que le membre du parti dont vous parliez tout à l'heure a dit? Nous voulons qu'autant qu'elle le dit qu'il faut un leadership. À l'entendre, qui n'existe pas, éclairé, qui n'existe pas, la démocratie voudrait que nous, en tant que SNC, qu'on lui dise que Tshisekedi incarne ce leadership éclairé. Ce n'est pas pour rien que tous les criminels économiques, que tous les spoliateurs, que tous les voleurs, même ceux qui étaient venus dans l'Union sacrée et qui ont géré hier
qui travaillent avec certains compatriotes, aujourd'hui, ils n'ont pas de place dans l'Union sacrée parce que ça chauffe dans l'Union sacrée. Ils ont réalisé que ce n'était pas une blanchisserie comme ils pouvaient s'imaginer. C'est une plateforme dans laquelle le président de la République veut des gens comme les Pius Mabilou, les gens qui aiment ce pays et qui sont prêts à s'oublier pour servir le pays. Et donc, si ce qu'il a dit fait partie de la démocratie, c'est de son droit. L'Union sacrée, j'ai l'impression que c'est devenu l'oasis ou l'oasis qui héberge des criminels économiques. Soit lorsqu'on est dans de l'Union sacrée, on est à l'aise. Lorsqu'on n'est pas dedans, on est mal à l'aise. La preuve, on a connu le cas Willy Bakonga. Willy Bakonga, avant, il n'était pas de l'Union sacrée. Il a été interpellé. Nous connaissons la suite de Willy Bakonga. Et on voit que la justice s'acharne sur Matata Ponyo. Et Matata Ponyo, aujourd'hui, se qualifie d'un prisonnier politique, juridique. Pourquoi tout ça? Puisqu'il ne fait pas partie de l'Union sacrée. Non, je crois que le président de la République était clair lors de son discours annonçant la mise en place de l'Union sacrée, Stéphane. Il avait besoin des hommes et de femmes amoureux du pays qui pouvaient se surpasser, qui pouvaient regarder l'intérêt général et l'accompagner dans ce combat-là. Malheureusement, lorsqu'on a ouvert la barque Union sacrée, il y a eu tout le monde. Il y a même les gens que le président de la République a voulu repêcher, croyant qu'ils pouvaient bien comprendre les choses. Par la suite, nous avons compris que c'était des opportunistes venus pour leur propre vente. C'est comme ça qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un ne trouve pas son compte égoïste dans l'Union sacrée, il commence à prendre position contre l'Union sacrée. La réalité, c'est laquelle? C'est des gens qui avaient pensé venir dans l'Union sacrée, détourner, voler et être protégés. Parce que dans l'Union sacrée, que vous y soyez ou pas, lorsque vous avez un problème avec la justice, vous devez en tout cas répondre. Répondre, mais avec des mesures de clémence, puisqu'on a vu Caméré obtenir ça. On a vu le docteur ici, l'homme du ministère de la Santé, et qu'on sort. Hein. Je peux évoluer alors. Évoluer. Maintenant, vous évoquez deux cas. Le premier cas, moi je suis membre d'un parti responsable. Un parti de masse. Le CNC est un parti implanté à travers la République. Un parti qui a un projet de société, un parti qui a une vision, un parti qui attire, vous avez vu, des adhésions massives que nous enregistrons avec les médecins, avec la communauté Bindji, avec d'autres compatriotes. Ça veut dire que nous, en tant que parti responsable, nous ne pouvons pas nous hasarder à commenter les rumeurs. Nous ne pouvons pas nous hasarder à commenter de la baladiffusion. Vous avez cité M. Bakonga. Vous êtes sûr, effectivement, qu'il est introuvable. Personne d'entre vous et moi ne sait où il se trouve actuellement. Et vous savez pourquoi il est introuvable. Maintenant, j'ai vu, comme vous, dans des réseaux sociaux, certaines lettres attribuées à M. Bakonga, comme quoi il a adhéré dans l'Union sacrée. J'ai vu même des affiches virtuelles. En fait, c'est des choses que vous, en tant que journaliste responsable, vous ne pouvez pas relayer. Pour la simple raison que la rumeur, aujourd'hui, avec les développements technologiques, avec l'évolution de la technologie, chacun fait de quelqu'un ce qu'il veut. Et donc, à partir du moment où vous n'avez pas vu M. Bakonga vous dire qu'il est dans l'Union sacrée. J'ai même vu une rumeur récemment où on dit qu'il était à Goma, qu'il venait d'embarquer. C'est de la baladiffusion. Mais qu'est-ce que les gens que vous appelez opposants aujourd'hui ne sont pas en mesure de faire pour jeter un discrédit sur l'administration actuelle? Nous, on ne va pas les suivre dans leur jeu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on accompagne le président de la République dans son combat contre l'impunité et nous sommes prêts à tout donner pour qu'on y arrive. Ce n'est pas pour rien que ceux qui se reprochent de quelque chose évitent la justice. Les dossiers Matata Ponyo, le sénateur Matata, moi j'ai un grand respect pour lui. J'ai vu sa lettre adressée au président de la République. J'ai vu beaucoup de ses publications sur les médias sociaux. Moi je ne veux pas verser dans ça. Mais la question importante que vous, en tant que journaliste,
que nous, en tant qu'acteurs politiques, que les étudiants, que les mamans maraîchères, que les vendeuses de légumes se posent, c'est celle de savoir où est parti notre argent des Bokangalozo. C'est ça la question qui nous intéresse. La suite ne nous intéresse pas. La suite ne nous intéresse pas. La question qui nous intéresse, c'est de savoir qui a pris notre argent des Bokangalozo. Depuis tous ces temps, parmi les gens qu'on condamne ne restituent même pas l'argent, même pas un franc. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez, aujourd'hui, au nom de la transparence imprimée par le président Tshisekedi, chaque Congolais voudrait savoir ce qu'on fait de son argent. Et l'argent affecté à Bokangalozo est notre argent. Nous sommes en droit de savoir qui a pris combien de cette somme-là et pourquoi ce projet-là n'a pas marché. Maintenant, il y a des acteurs qui ont été cités dans ces dossiers-là. Nous, ce qui nous intéresse, qu'on nous dise le rôle que chacun a joué. Maintenant, nous sommes dans un pays où lorsque tu as un problème avec la justice, tout de suite tu deviens un candidat potentiel. Les gens ont dit dans ce pays que Vital Kamerhe était un candidat potentiel, un adversaire potentiel pour le président de la République et que c'est Tshisekedi qui l'avait envoyé en prison. Parce que vous l'avez cité aussi lorsque vous posiez votre question. Maintenant que la justice, parce que la liberté provisoire est un mécanisme, effectivement, dans un état normal. L'honorable Matata, nous, on n'a pas un problème. La population, comme je le disais, voudrait juste comprendre ce qui s'est passé, effectivement, dans ce dossier-là. Maintenant, il y a deux gens dont les noms ont été cités. Il revient, excusez-moi, à ces gens-là de nous éclairer, au fait. Maintenant, dire que les uns sont dans l'union sacrée ou pas, je ne comprends pas. Les gens ont dit dans ce pays que l'emprisonnement des Kamerhe venait de Tshisekedi, qu'il ne voulait pas avoir un concurrent à la présidentielle de 2023. Mais j'ai vu le même genre, lorsque Kamerhe a bénéficié de sa liberté provisoire, monter au créneau pour condamner cela, dire que l'état des droits n'est qu'une mélodie, ainsi de suite. Alors que même la liberté provisoire fait partie des mécanismes auxquels on fait recours dans un état normal. Parce que quand vous lisez, je parle sous le contrôle de tous ceux qui ont étudié les droits, les juges, à part les droits, à part les lois de la République sur base desquelles il peut décider, il y a aussi son intime conviction qui entre en jeu pour qu'un juge décide d'accorder la liberté provisoire ou pas. Si, au premier degré, le juge n'avait pas eu la conviction d'accorder la liberté provisoire à Kamerhe, reconnaissez au second degré à ce juge-là, s'il est juge important, d'accorder cette liberté provisoire. D'ailleurs, ça fait même partie du fonctionnement normal des choses où chaque institution joue son rôle sans recevoir les ordres de qui que ce soit. Nous, on voit ça comme ça. Maintenant, s'il y a d'autres éléments, nous pouvons toujours revenir afin de commenter. Merci beaucoup. Par rapport à ce que déjà le président a fait aujourd'hui, et face à l'arsenal, je peux dire, médiatique ou stratégique mis en place par Ensemble, Moïse Katumbi, pensez-vous que Félix Tshisekedi tiendra tête face à Moïse Katumbi en 2023? Je ne sais pas pourquoi. Félix Tshisekedi est un leader national. C'est un président de la République. D'abord député national en 2011 et ensuite président de la République. Il n'a jamais siégé. L'honorable Moïse, c'est un gouverneur, donc il a été leader provincial. Je ne sais pas pourquoi vous avez toujours tendance à le mettre ensemble. Il vient de larguer, bien sûr, ces mercenaires que j'appelle ainsi. Le deuxième élément, Safou, qui est l'autre? Le deuxième Francis Kalombo. Le deuxième élément, et Mukebaï, que ce soit M. qui Safou, tire à boulet rouge sur le président. M. Safou, M. Mukebaï, M. Kalombo n'ont aucune leçon à donner. Safou est député, qu'est-ce qu'il a fait pour la population? À part s'habiller en tenue coutumière, faire des choses, ça fait même partie des députés qui font la honte de notre Assemblée nationale. Excusez-moi. Je suis désolé de le dire à la télé. Je suis vraiment désolé de le dire. Maintenant, la population n'a pas donné mandat à l'honorable Safou ou à l'honorable Mukebaï pour aller insulter les gens. La population leur a donné mandat pour qu'ils légifèrent et qu'ils contrôlent le gouvernement. Ils n'ont rien foutu de tout ça. Moi, j'ai même dit à l'honorable Mukebaï, qui se préoccupe de la réélection de Félix, qu'il faut d'abord te préoccuper de ta propre réélection. Un peu comme Jésus a demandé aux femmes samaritaines.
Pleurez d'abord pour vos propres enfants. Toi, on t'a élu député, tu n'as rien foutu. Bon, tu passes tout ton temps à... Non, Tshisekedi a un mandat lui donné par la population. À la fin de celui-ci, la population va le juger. En regardant, bien entendu, le mandat qu'elle a donné à d'autres personnes par le passé. Je parlais ici des gens qui ont fait beaucoup d'années. La population connaît qui s'est enrichi, qui a fait quoi. Au moment opportun, elle va trancher. Je ne veux pas qu'on parle à la place du peuple. Le peuple existe, ce n'est pas le peuple que les gens chantent à la télévision. Le véritable peuple existe. Au moment opportun, il va se prononcer. Absolument. Le militant de Fayulu condamné, aujourd'hui on traite ça d'une condamnation politique. Moi, ça ne me surprend pas. Nous sommes dans un pays où la démocratie n'est démocratie que lorsqu'elle est à votre avantage. 10 ans de prison. Non, mais écoutez, l'état des droits... Pour coups et blessures. Vous savez... coups et blessures et... Vous savez... Oui. Non, il n'y a pas que coups et blessures, il y a vol. Il y a vol. Il y a vol également. Et donc, les gens ont cru, quand on a parlé de l'état des droits, que dans celui-ci, ils n'ont que le devoir, ils n'ont que les droits et pas le devoir. Non. L'état des droits, c'est une société dans laquelle seule la loi est au-dessus de tout le monde. Lorsque vous agissez contre la loi, vous faites face à la justice. Est-ce que ses amis ont blessé ou pas? Oui, ils ont blessé. Est-ce qu'ils ont tabassé ou pas? Oui, ils ont tabassé. Est-ce qu'ils ont volé ou pas? Oui, ils ont volé. Est-ce qu'ils ont passé aux aveux? Oui, ils sont passés aux aveux. Parce qu'en droit, on dit que l'aveu est une preuve irréfutable. Je parle sous le contrôle de tous les juristes. Lorsque quelqu'un passe aux aveux en droit, les débats s'arrêtent. Est-ce que ses compatriotes ont-ils accepté les faits ou pas? Oui, ils ont avoué avoir commis ces infractions-là. Sous torture ou pression. Que voulez-vous que l'état des droits fasse? Parce que parmi les gens qui ont été tabassés, il y a un membre de notre parti. Au même endroit, quartier 3, on revient du cimetière, il y a un compagnon de lutte qui était décédé. Nous sommes dépêchés par Pius Mabilou pour assister à ses obsèques et l'accompagner dans sa dernière demeure. Au retour, il est tabassé, blessé. Il a tout perdu. 2 jours après, c'est un autre membre qui subit le même sort. C'est quoi le péché? C'est seulement parce qu'ils ont porté un polo à l'effigie du président de la République. Attends, est-ce que dans un état normal, ces genres d'actes peuvent être tolérés? C'est des actes à réprimer. Et donc, nous pensons que la justice a fait son travail, que nous saluons d'ailleurs. Que nous saluons d'ailleurs. Ok. Voilà. Le président Félix Tshisekedi aujourd'hui assure vraiment. Il assure, il rassure aussi. Ah, il a fallu donner 3 ans aux gens pour se rendre compte que jurer est un art. Non, mais c'est de leur droit. Moi, ça fait partie du débat démocratique. Vous comprenez déjà de qui il s'agit. Il a fallu donner 3 ans pour comprendre que gérer est un art. Non, il a fallu que dans moins de 3 ans, la gratuité consacrée dans notre constitution depuis 2006 soit une réalité. Il a fallu que dans moins de 3 ans, l'UGF créé depuis 1987 soit une institution qui fonctionne normalement. Il a fallu que dans moins de 3 ans, Pius Mabilou récupère toutes les maisons de l'État volées. Il a fallu que dans moins de 3 ans... Attends, il va publier la liste bientôt. Toutes les maisons de l'État volées. Il va publier la liste et des voleurs et des maisons bientôt. Il a fallu que dans moins de 3 ans, les étudiants congolais aient un moyen de transport garanti par l'État. Ça, vous n'en parlez pas. Et aujourd'hui, quand même, il y a des spécialistes qui pensent qu'on a un ministre affairiste juste à la tête de ce ministère d'urbanisme qui ne comprend absolument rien. Pas de carte urbanistique pour notre ville-province de Kinshasa. Depuis que la ville a été, bien sûr, conçue et construite par le Belge, reste toujours la même. Et puis, on ne propose absolument rien. Quelqu'un qui roule uniquement avec les politiciens, qui n'est même pas accompagné des techniciens de terrain, tout ça. Écoutez-moi. Pourquoi nous plonger dans un tel chaos? Écoutez-moi. C'est méchant de votre part, vous les gens de CNC. Cette question me fait rire. Avant de répondre à donc, il est ministre de l'urbanisme uniquement pour nos... Attends, s'il te plaît, je termine ma question. Il est ministre... Si je te laisse le temps, tu risques de prendre l'émission. Tu es journaliste, je sais, aujourd'hui converti en politique.
Il est ministre de l'urbanisme pour nous comptabiliser tout simplement les maisons. Non. Ah, c'est ça, c'est tout ce qu'il fait. J'ai suivi... les grandes questions urbanistiques, il ne traite pas ça. J'ai suivi. Vous savez, ça reste un ministre des moins. Umberto a dit un truc qui m'intéresse. Hein. Là, tu vas chercher Umberto pour nous intimider. Il dit, je cite, que les réseaux sociaux ont donné le même droit des paroles à une... Excusez-moi, je ne dis pas que j'ai... Non, c'est ce que Umberto a dit. Je reprends. À une légion d'imbéciles qui ne pouvaient pas parler devant les gens, qui ne pouvaient parler que dans les bars, et tout de suite, ils étaient stoppés et leurs bêtises ne pouvaient causer aucun tort à l'humanité. Merci, mais moi, ce que je viens de dire, c'est un spécialiste qui est venu ici, assis là où tu es, et qui a donné... S'il vous plaît. Ce point de vue là. Développer une pensée de Umberto. Oui. Je crois que vous lisez comme moi et vous savez de quoi je parle. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Oui. Non, tu veux juste tout simplement tirer sur ce que je viens de dire. C'est comme qu'il c'est un imbécile qui a dit ça. Non, moi je n'ai pas. Parce que là où tu es assis, il y a un technicien de terrain. Vous savez, est-ce que vous me voyez moi tirer sur Pius Mwabilu, un ministre des moins. J'ai juste repris une pensée de Umberto qui m'intéresse. Merci, vas-y alors. Maintenant, de tous les gens qui sont passés ici, dire la vérité. Les choses, s'il vous plaît, développer les mensonges auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure, personne, je dis bien personne, n'a entrepris une démarche scientifique. C'est-à-dire chercher à rencontrer le ministre. Il est fait, hein, généralement, avec les étudiants de l'ISAU, de l'UNBTP qui viennent le rencontrer, avec qui il échange sur sa politique urbanistique. Et à la fin de chaque échange, il met toujours à leur disposition un document. Non, il n'a pas de politique urbanistique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, aujourd'hui, vous avez de jeunes gens qui se retrouvent assistants parce que son oncle était enseignant quelque part, qui n'a même pas fini avec distinction parce que c'est le premier critère pour être assistant dans une université, qui contredit même ce que ses propres professeurs font. Parce que je l'ai dit ici la dernière fois sur ce plateau, qu'au ministère, nous avons les experts, je dis bien des experts. Et quand vous regardez, à tout moment que le ministre se déplace, que ce soit en dehors du pays ou à l'intérieur du pays, il a toujours à ses côtés les experts de renom qui sont connus. Mais connus du monde scientifique. Non, mais toi tu penses que c'est lui qui est venu ici, lui il est expert, quand lui ne connaît pas quelqu'un comme expert, donc ce monsieur-là n'est pas expert. Est-ce que c'est ça la logique? C'est ça le Congo que nous voulons? Mais on doit les palper avec la réalisation sur terrain. Nous sommes dans un pays. Rien n'est fait, c'est ça le problème. Tout est bon. Quand toi tu n'es pas là, tout ce qui est fait est mauvais. Moi je ne vais pas jouer dans ce jeu-là. Je ne vais pas jouer dans le jeu des assistants de premier mandat qui ne sont là que pour surveiller quand il y a les TP qui viennent à la télévision contredire le travail que leurs propres professeurs font. Vous me voyez, moi je suis assistant aussi, monsieur. Vous me voyez, moi, faire ça de mes enseignants, faire ça des Wawa, faire ça des Tamboué, faire ça de... Tu assistes Wawa. Je ne peux pas faire ça. Le problème, c'est la prétention. Nous sommes dans un pays où les jeunes sont trop prétentieux. Mais lorsque vous les placez là, ils foutent rien. La première démarche, avant de débiter ce genre de mensonges, c'était d'approcher les ministères, demander tous ces renseignements-là. Moi, j'ai reçu un journaliste hier. Je salue. C'est comme ça, vous dites deux fois que la presse locale est négligée. Parce que la presse, excusez-moi, je demande pardon. Elle dit la vérité. Je demande pardon aux journalistes qui me suivent. La presse étrangère entreprend la démarche si elle a besoin des informations. Parce que même vous, vous êtes journaliste. Les messieurs là a débité ces genres de mensonges sur votre plateau. Vous n'avez entrepris aucune démarche. Aucune. Auprès du ministre, aucune. Auprès de ses collaborateurs, aucune. Je reconnais seulement une seule journaliste ici qui m'a contacté et avec qui je suis en contact permanent pour qu'elle puisse, à la limite, réaliser une interview avec le ministre ou obtenir toutes ces données-là. Mais vous, personnellement, vous ne l'avez pas fait. Maintenant, un dossier bien gelé. S'il vous plaît. Maintenant, ce que un dossier bien gelé, c'est les... que la politique urbanistique existe. Je vous informe. Mais elle n'est pas appliquée par le ministre qui ne comprend pas ce qu'il doit faire. Mais qui a élaboré la politique? Parce que lui, quand il arrive au ministère... Lui, il n'est pas urbaniste. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un non-initié, c'est ça le problème. S'il vous plaît, non. Je ne veux pas que vous voyez les choses dans cette dimension-là. Là, je crois que vous faites pratiquement les jeux de jeunes, des jeunes qui viennent ici souvent raconter leur vie. Je vous dis que le ministre a dans son cabinet les experts, les urbanistes
le plus sérieux de ce pays. J'ai dit le plus sérieux de ce pays. Le plus sérieux, il a à ses côtés les professeurs de l'Isaïe qui sont avec lui, qui partent avec lui en mission chaque jour. Alors maintenant, vous savez qu'il y a plusieurs façons de chercher du travail. Il faut procéder par les injures, il faut proférer par des affirmations gratuites. Moi, je ne verse pas dedans. Mais pour répondre à votre question, je vous dis que depuis que ces secteurs existent, il n'a jamais eu aussi un ministre sérieux qui aime le pays, qui le sert dans la loyauté. Non, Koko Nyangi était là, il a fait quelque chose. Moi, je ne veux pas ici parler de gens. Moi, vous m'avez posé la question sur Pius Mwabilou, laissez-moi vous répondre. Maintenant, si en tant que journaliste, vous avez les contre-éléments, moi, je vais vous respecter. Je suis sûr que vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Si vous dites quelque chose, vous entendez. Moi, je vous respecte. Mais moi, je mets à votre disposition les données, les éléments sur le travail fait par Pius Mwabilou, la politique urbanistique, la création d'un permis, d'un guichet unique pour délivrer les permis de conduire, parce que c'est le secteur, je vais dire même, c'est ce qui a causé beaucoup de problèmes. Parce que les permis de construire, on les donnait comme les beignets. Chacun peut être là où il est, il a son permis de construire. Quand vous arrivez, la maison est en train de pousser. Maintenant, regarde, parce que quand Pius Mwabilou ouvre ces couloirs-là, il fait de l'urbanisme habitat l'un des secteurs sérieux générateurs de recettes. Vous n'avez pas dit aux gens qui sont passés ici que Pius Mwabilou a reçu le message de félicitations de la DGRAD pour avoir triplé le recette de l'État à la tête de l'urbanisme habitat. Maintenant, quand on a ce couloir-là, permis, guichet unique, c'est-à-dire que tout l'argent, non seulement on va contrôler la délivrance de ces documents-là, mais tout l'argent est orienté vers la caisse de l'État. Ça, c'est un élément. Mais quand Pius Mwabilou prend le ministère, les secteurs fonctionnent sur base d'un décret signé par le gouverneur général depuis 1957. C'est Pius Mwabilou qui est à la manœuvre pour qu'on dote ce Congo d'un code portant construction et urbanisme. Ça n'existe pas. Or, Kinshasa, étant une ville construite pour 400 000 habitants seulement, aujourd'hui nous en sommes à 11-12 millions, nous sommes en totale contradiction avec les réalités actuelles. Il fallait un document. Est-ce que lui, les garçons, l'ami, le frère qui est venu ici, les compatriotes qui est venu ici, c'est cela? Il ne sait pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la culture de chercher l'information. Nous avons la culture, c'est ça malheureusement le Congo, on te donne $50, tu vas parler de Pius Mwabilou, tu vas parler de lui sans respect. Nous sommes dans un, excusez-moi, c'est ça la réalité de notre société, mais si on met à votre disposition les éléments, vous en êtes certainement fiers. J'aimerais aussi profiter de votre micro pour apporter une précision. Pius Mwabilou n'est en combat avec aucune famille. Avec aucune famille. Parce que j'ai vu certains compatriotes développer les discours dans ce sens-là. Non, c'est de l'acharnement. Pas d'acharnement. Pas de règlement des comptes. Le travail pour l'intérêt général. Et lorsque Pius Mwabilou récupère un bien immobilier, ça ne devient pas son bien. C'est un bien qui le reverse tout de suite. Parce qu'il a amorcé une guerre contre le bien de Mme Olive Lembe. Ça, selon le message qui circule. J'ai dit que Pius Mwabilou n'a entamé une guerre contre personne. Et même les gens qui font circuler ce message, j'ai vu un monsieur brandir les certificats d'enregistrement à la télévision. Non, Stéphane, j'explique. En 3-4 minutes, si vous me permettez, j'explique. L'État a ses biens. Parce que si nous parlons des maisons, il y a les maisons et les espaces publics qui relèvent du domaine privé de l'État, qui sont gérés par le ministre à l'urbanisme et habitat. L'État a d'autres maisons qui sont gérées par le ministre des infrastructures et travaux publics. Les maisons qui relèvent du domaine privé, j'aimerais vraiment que vous puissiez me comprendre, les maisons qui relèvent du domaine privé de l'État sont gérées par le ministre de l'urbanisme habitat. Les autres maisons sont gérées soit par le ministre des ITPR ou par d'autres personnes. Il peut arriver effectivement que l'État lève l'option de vendre sa maison pour une raison ou une autre.
Lorsqu'une décision est prise dans ce sens, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, et que l'État se met d'accord avec un monsieur Stéphane Balamwangé pour acheter sa maison, la première démarche qui est faite après formalité, c'est que l'État enlève sa maison. Si c'était une maison qui relève du domaine privé de l'État, on l'enlève de ce domaine-là vers un autre domaine. Et l'enlever passe par la signature d'un arrêté de désaffectation. C'est-à-dire l'État désaffecte sa maison. Est-ce que vous avez vu les gens qui passent dans des médias vous brandir un arrêté désaffectant cette maison? Ils brandissent plutôt un certificat d'enregistrement. Non, on ne peut pas arriver au certificat d'enregistrement s'il n'y a pas un arrêté qui a désaffecté la maison. Et si on détient un certificat d'enregistrement sans que la maison ne soit désaffectée, c'est qu'ils ont un certificat à Mayuya. Ok. C'est qu'ils ont un certificat à Mayuya. Et donc, je demande à nos amis de se tranquilliser et de suivre la voie normale des choses. Et qu'est-ce que Pius Mabilou fait? Pius Mabilou, il est patron de l'urbanisme. Lorsque l'organe décisionnel du gouvernement s'appelle le Conseil de ministres. Lorsque le Conseil de ministres lève une option et que ça tombe dans son secteur, il est de son devoir d'exécuter. Le Conseil des ministres a pris la décision d'identifier toutes les maisons appartenant à l'État et leurs occupants. Il s'est retrouvé, malheureusement ou heureusement, que certaines maisons auxquelles vous faites allusion tout à l'heure se sont retrouvées encore dans les domaines privés de l'État, des maisons de l'État. Mais entre-temps, il y a des gens qui détiennent les certificats d'enregistrement. Pendant qu'aucun arrêté n'a été signé pour désaffecter ces maisons-là, il est du devoir du gouvernement d'en savoir un peu plus. Alors maintenant, c'est des gens qui veulent créer des débats là où ça n'existe pas. Il n'y a pas de problème. Quand Pius Mabilou récupère une maison, ce n'est pas sa maison, c'est la maison de l'État. Et donc, tous les Congolais sont contents de ce travail qu'il fait pour la République. Maintenant, il n'est en guerre contre personne. Je ne vois même pas pourquoi il doit aller en guerre contre quelqu'un. C'est les Kanangui. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui. Un message du parti. Oui. Le CNC est votre parti. Nous sommes à la 4e rue du Mété résidentiel. Chers compatriotes, venez. Venez, on vous attend. Samedi, on aura d'autres adhésions massives au parti. Venez, nous sommes là pour vous. Nous sommes à votre service. Nous nous battons pour l'intérêt général et vous avez votre droit au chapitre. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Vous êtes sur lecongolaisecosmétique.com. Le Congolaise Cosmétique vous propose les parfums de ses qualités. En dehors de ces parfums, nous vous proposons également produits il y a aloe vera. Pour plus de détails, contactez le Congolaise Cosmétique au plus 243 994 940 896 plus 243 994 940 896 ou soit tapez www.lecongolaisecosmétique.com. Messieurs, dames, Tanguy Koki.